Voici l'ordre du jour que nous allons aborder lors de cette formation. Nous ferons un rappel sur le fonctionnement de la plateforme et la coordination des différents acteurs. Nous vous présenterons la page grand public, échange et habiter, accessible donc sans connexion. Nous ferons une présentation détaillée de l'interface locataire et également une présentation détaillée de l'interface bailleur pour les profils administrateurs et agents. Et enfin, nous conclurons cette formation en faisant un focus sur les ressources utiles accessibles directement sur la plateforme ou via notre site aatico.fr. Commençons par le fonctionnement général de la plateforme. Pour rappel, tout bailleur adhérent au dispositif doit avoir des accès à la plateforme Échange et Habiter. Atico Conseil est en charge de la création des comptes administrateurs. Pour information, on distingue deux types de comptes administrateurs dans les organismes. On va avoir les pilotes qui sont souvent les responsables de gestion locative et les référents de la bourse d'échange dans leur organisme. Et on va avoir les profils informaticiens qui, eux, vont être en charge de l'aspect technique de la mise à jour régulière de leur fichier patrimoine. Une fois leur compte créé, les pilotes vont pouvoir créer les comptes de leurs agents. Les agents, ce sont les équipes opérationnelles qui vont pouvoir rechercher un compte ou une annonce d'un de leurs locataires ou encore suivre les dossiers d'échange. Et on va avoir le profil administrateur informaticien qui va structurer et importer régulièrement son fichier patrimoine. Cela va permettre à vos locataires de s'inscrire et de bénéficier du dispositif. La deuxième entrée, c'est le locataire, donc acteur de son parcours résidentiel. Le locataire va pouvoir s'inscrire sur la plateforme, faire des recherches, entrer en contact et faire des visites avec d'autres locataires et enfin créer son dossier d'échange et le suivre directement sur la plateforme. Le bailleur va être son point de contact et va pouvoir lui communiquer tous les éléments utiles à sa compréhension du dispositif et surtout de l'outil. Le locataire, même s'il n'est pas en contact direct avec nous, il va pouvoir nous solliciter de manière indirecte via un formulaire sur la plateforme. Il pourra nous signaler un dysfonctionnement dès lors qu'il aura le statut enregistré ou nous signaler une annonce dès lors qu'il sera actif après son inscription. Nous, à Atico, nous allons centraliser et résoudre le signalement des locataires inscrits, délivrer la réponse au bailleur du locataire nous ayant sollicité. Le bailleur pourra ensuite répondre à son locataire. On est également un point de contact pour le bailleur pour tout appui technique et soutien quant à son utilisation de la plateforme. Nous sommes là vraiment pour faciliter vos actions, optimiser votre maîtrise des fonctionnalités de votre navigation sur la plateforme Échange et Habiter. Enfin, en troisième point, nous avons les dossiers d'échange. Les bailleurs vont pouvoir prendre en charge les dossiers d'échange dans le respect de la charte interbailleur et se coordonner avec le bailleur d'eux. Ils vont pouvoir également échanger avec les locataires concernés par l'échange. Il faut savoir qu'à chaque étape validée dans un dossier, que ce soit pour poursuivre le processus d'échange ou au contraire le stopper, le bailleur et les locataires sont informés via des notifications, via des mails automatiques. Côté Atico, nous assurons un suivi des dossiers d'échange. Nous allons vous alerter quand les délais sont dépassés, tenter de fluidifier le traitement des étapes, comprendre les points de blocage et les lever. Tout cela pour garantir la satisfaction du locataire qui est en attente de son échange. Pour résumer, nous avons un rôle de facilitateur sur l'aspect dossier d'échange. Voilà pour ce qui est du fonctionnement général. Je vous propose tout de suite de passer sur le rappel de la coordination entre les différents acteurs. Donc au centre, nous avons la plateforme Échange et Habiter, autour de laquelle gravitent les bailleurs qui vont apporter régulièrement leur fichier patrimoine et pouvoir suivre leur dossier d'échange. Nous avons une deuxième entrée qui est le locataire qui vont également suivre les dossiers d'échange et questionner les bailleurs quant à leur navigation sur la plateforme ou sur le dispositif. Ils vont pouvoir nous solliciter indirectement via un questionnaire pour nous signaler donc tout dysfonctionnement ou tout simplement une problématique de navigation. Nous, à Atico, on intervient ensuite pour réceptionner les sollicitations des locataires, les traiter avec l'aide d'Actimage si besoin, notamment s'il s'agit d'une anomalie. Toujours s'il s'agit d'une anomalie, nous allons piloter Actimage, l'éditeur, et s'assurer du déploiement du correctif dans les meilleurs délais. Actimage va également charger du développement et de l'implémentation d'évolutions que nous identifions grâce aux sollicitations des bailleurs et des locataires. Là encore, nous, Atico, nous intervenons en pilote pour suivre
la recette de l'évolution et s'assurer d'un déploiement viable et dans les meilleurs délais. Nous sommes également un point d'entrée pour le bailleur, un soutien, un appui technique pour répondre à toutes ces questions, qu'il s'agisse donc de son utilisation de la plateforme ou plus généralement des questions sur les dispositifs. On va également mettre à jour régulièrement le contenu de la plateforme, comme par exemple la page d'accueil, la page partenaire, la documentation ou la foire aux questions. En bref, tous les contenus qui ont besoin de vivre et d'être alimentés sont mis à jour régulièrement. Enfin, on va avoir aussi le rôle de remontée d'informations auprès du GIE, de la ORIF et des bailleurs, notamment au COTEC. L'idée, c'est qu'il y ait des prises de décision, des arbitrages sur d'éventuelles évolutions à mettre en place ou des remises en cause d'aspects fonctionnels existants. Voilà pour ce qui est de la coordination entre les différents acteurs. Je vous propose maintenant d'aller directement sur le site Échanger Habiter pour vous présenter la page grand public. Nous voici donc sur la page grand public. Donc page d'atterrissage si nous saisissons l'URL www.échangerhabiter.fr. Cette page est accessible à tous sans avoir besoin de se connecter. Je vous propose de passer en revue tous les éléments de la page pour vous expliquer à quelles infos ou quelles données il renvoie. Nous allons commencer donc par le header. Nous avons le bouton accueil qui, d'un simple clic, nous permet de revenir sur cette page. En cliquant sur le logo Échanger Habiter, nous revenons également sur cette page. Nous avons également accès au bouton Foire aux questions qui compile des indications, des informations pour les locataires notamment. Cette foire aux questions est thématisée et se présente sous une forme de va-et-vient. Elle est également accessible via l'interface locataire après connexion. Ensuite, nous avons le bouton Comment ça marche qui renvoie à une infographie plus bas sur la page d'accueil qui explique comment échanger son logement en 5 étapes. Ensuite, nous avons un bouton Bailleur qui renvoie à une page dédiée avec tous les logos des bailleurs participant au dispositif. Et enfin, nous avons un bouton Partenaire qui lui renvoie à une présentation plus corporate du dispositif. Les collectivités et organismes partenaires et soutiens du dispositif sont mentionnés sur cette page. Enfin, cette page recense l'adhésion des collectivités locales partenaires. Elle est mise à jour mensuellement par Adélaïde en fonction des nouveaux positionnements. Enfin, nous avons les boutons « Je m'inscris » et « Je me connecte » que nous verrons plus amplement lorsque nous aborderons l'interface locataire. À l'heure actuelle, nous avons un bandeau d'un particulier qui concerne le Covid-19. Habituellement, cette page commence par l'accroche « Vous habitez en Île-de-France et votre logement social n'est plus adapté. Faites comme plus de X locataires qui ont déjà déménagé et changez-le ». On retrouve également ici le bouton « Je m'inscris », présent également dans le header, et un carrousel avec tous les logos des bailleurs participant au dispositif. Et en plus, un bouton « Voir tous les organismes participants ». En cliquant sur ce bouton, on est renvoyé vers la page bailleur, donc accessible via le header et via le bouton bailleur. Ensuite, nous avons un bandeau avec un texte présentant le dispositif, la partie « J'échange mon logement en 5 étapes », le renvoi du « Comment ça marche » dans le header. On retrouve également un encart « Actualité » qui est mis à jour régulièrement par Adélaïde en fonction du nombre de nouveaux échanges et de dossiers en cours. Sur cet encart est présent également un lien via le bouton « Il parle de nous » renvoyant vers le reportage TF1. Et à gauche et à droite de cet encart, nous avons le nombre d'annonces publiées et de contacts entre locataires qui est lui mis à jour automatiquement.
vient ensuite le bouton « Consulter les statistiques de la plateforme » qui permet au grand public d'accéder à des données relatives à l'activité sur la plateforme. Nous avons le nombre d'annonces publiées, qui comprend les annonces actives mais aussi les annonces suspendues, mis à jour en temps réel, les contacts entre locataires, mis à jour également en temps réel. Pour les contacts, nous sommes sur une comptabilisation par binôme. Un contact est égal à 2 locataires, sachant que chaque locataire peut avoir plusieurs contacts en même temps. Les contacts supprimés ne sont pas inclus et les visites en cours non plus. Ensuite, nous avons le bloc des visites en cours, mis à jour également en temps réel. Et comme pour les contacts, nous sommes sur une comptabilisation par binôme, une visite égale 2 locataires. Les visites non concluantes et concluantes ne sont pas incluses. Ensuite, nous avons un bloc avec les locataires ayant un dossier d'échange en cours, de l'étape en attente des murs jusqu'à déménagement programmé inclus. Cette donnée est également mise à jour en temps réel. Et enfin, nous avons un dernier bloc, le bloc locataire ayant échangé. Il s'agit là du nombre de locataires qui ont échangé leur logement. C'est la seule donnée qui est mise à jour en temps réel et compilée depuis le lancement, donc depuis octobre 2018. Il faut savoir que dans ce bloc, les locataires ayant bénéficié d'un échange au motif d'échange de droits ne sont pas comptabilisés. Nous reviendrons plus amplement sur cette partie lorsque nous aborderons les statistiques sur l'interface administrateur. La page grand public donne également accès à des statistiques des locataires ayant échangé leur logement par commune, par EPCI, par département, par catégorie de réservataires et par typologie. Il s'agit là encore de la même présentation que les statistiques sur le module de l'interface bailleur que nous aborderons en détail dans cette partie. Revenons sur cette page d'accueil. Nous avons ici donc les 5 étapes avec l'infographie détaillant le processus d'échange, une vidéo corporate présentant le dispositif et quelques questions issues de la foire aux questions. Enfin, en bas de page sont mentionnés les soutiens au dispositif, la préfecture d'Île-de-France, Action Logement, la ORIF et les collectivités locales partenaires. Et tout en bas, dans le footer, nous avons une mention sur les données personnelles, un accès aux conditions générales, un accès à nouveau pour retourner sur les statistiques et les mentions légales. Voilà pour ce qui est de la présentation de la page grand public. On va pouvoir maintenant aborder la suite de cette formation. Nous allons maintenant vous présenter de manière très détaillée l'interface locataire. Comme nous l'avons vu tout à l'heure sur la page d'accueil, le locataire a accès à 2 boutons. Je m'inscris ou je me connecte. S'il s'agit de sa première visite, le locataire va pouvoir s'inscrire et bénéficier du dispositif. S'il est préalablement inscrit, le locataire pourra directement se connecter. Une fois connecté, il pourra accéder à toutes les fonctionnalités offertes par l'outil et naviguer sur la plateforme jusqu'à la réalisation, on l'espère, de son échange. On va faire un focus sur l'inscription du locataire. Première étape, le locataire va vérifier son éligibilité au dispositif. Il va sélectionner dans le menu déroulant son bailleur. Il va ensuite devoir saisir sa référence locataire et sa référence logement. Il a accès à des aides visuelles en cliquant sur le point d'interrogation. Cette aide visuelle, c'est la quittance que vous nous avez adressée lorsque vous avez rejoint le dispositif et qui met en exergue les 2 éléments, la référence locataire et le numéro de logement. Une fois tous ces champs complétés, il aura simplement à cliquer sur le bouton « Vérifier si je suis éligible à l'inscription ». S'il est éligible, le locataire pourra finaliser son inscription en renseignant les champs obligatoires. Donc nous avons le prénom, le nom, la date de naissance, le courriel, la confirmation de son courriel, le mot de passe et la confirmation de son mot de passe. Le numéro de téléphone, c'est un champ libre qui n'est pas requis. Il devra également cocher, lire et accepter les conditions générales, puis cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Une fois qu'il aura réalisé toutes ces étapes, votre locataire recevra un mail automatique contenant un lien d'activation de son compte.
Tant qu'il n'aura pas cliqué sur ce lien d'activation, le locataire ne sera pas enregistré sur la plateforme. Vous pouvez néanmoins, et nous le verrons plus tard lorsque nous présenterons votre interface, qu'il est possible d'activer manuellement le compte d'un de vos locataires qui n'aurait pas cliqué sur le lien d'activation. Plusieurs motifs peuvent apparaître suite à une erreur d'inscription. Une date de naissance renseignée qui ne correspond pas à celle d'un des titulaires du bail, des informations renseignées incorrectes, un compte qui existe déjà, une inéligibilité à l'inscription, le bailleur renseigné qui ne participe pas encore à la bourse d'échange ou une erreur sur les non-saisies des champs obligatoires. Pour information, le motif « le bailleur renseigné ne participe pas encore à la bourse d'échange » est un motif qui a été prévu lors de la conception, mais qui n'est pas apparu depuis, puisque nous avons un menu déroulant pour la sélection du bailleur. Pour le message, vous n'êtes pas éligible à l'inscription. Les messages seront bientôt personnalisés pour communiquer plus de détails aux locataires. Cela fait l'objet actuellement d'un atelier RGPD animé par les pilotes, la ORIF et le GIE. Une fois inscrit, le locataire va pouvoir donc se connecter. Il existe également des messages d'erreur à la connexion. Votre compte est désactivé par votre bailleur, vous n'êtes plus éligible, ou identifiant mot de passe incorrect. Le message « Vous n'êtes plus éligible » peut apparaître lorsqu'un nouveau fichier patrimoine a été importé avec une actualisation de l'éligibilité du logement de votre locataire. Aussi, information importante pour les locataires qui ont un compte anonymisé, 3 mois après une désactivation. Ils auront comme message identifiant ou mot de passe incorrect lors d'une tentative de connexion. Revenons au cas d'un locataire qui se connecte à la plateforme. À la toute première connexion, il faut savoir que ce locataire aura une pop-up de rappel qui lui indiquera que le dispositif échange d'habitat est en cours de déploiement en Île-de-France et que l'ensemble des partenaires n'a pas encore adhéré. Que sa demande d'échange est coordonnée à cette adhésion et le locataire devra confirmer la lecture de cette pop-up. Une fois connecté, le locataire va devoir compléter son profil, c'est-à-dire renseigner ou modifier les champs qui ont été saisis automatiquement à l'inscription, modifier ses préférences quant à la réception de notifications de mails automatiques ou modifier ses informations personnelles. Il pourra également, dans Mon profil, réactiver ou suspendre son annonce et également supprimer son compte. Une fois son profil complété, il pourra renseigner les informations relatives à mon logement, ce qui correspond à l'étape 2, je complète ma fiche logement. Il pourra intégrer un descriptif textuel et visuel de son logement. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Dans tous les cas, seront reprises du fichier patrimoine des éléments décrivant son logement. Il devra néanmoins valider cette étape pour passer à la suivante, qui est la complétion des critères de recherche. Dans cette étape numéro 3, le locataire va pouvoir renseigner donc la commune. Il faut savoir que la recherche par arrondissement est possible, donc sur Paris, mais pas par département. Il va pouvoir également renseigner la typologie, le loyer, la surface, le plafond de ressources souhaité et d'autres critères comme la présence ou non d'un ascenseur, un immeuble accessible PMR, un logement adapté pour fauteuil roulant ou encore une maison individuelle. Dans les critères de recherche, certains champs sont obligatoires, notamment la typologie, le loyer et la surface. Il faut savoir que tant que le locataire n'a pas validé ces 3 étapes, il n'a pas accès aux différentes fonctionnalités de son interface. Son annonce est notée comme suspendue puisqu'il a une inscription incomplète. On le voit donc ici. Une fois que ces étapes auront été validées, son compte sera considéré comme actif en recherche et il pourra donc accéder à la totalité des menus, c'est-à-dire à son tableau de bord, ses informations, ses activités, ses annonces et la foire aux questions. Je vous propose maintenant d'aller sur un compte locataire sur la plateforme de pré-production, bien sûr, puisqu'il s'agit de données sensibles. Donc, je suis connectée sur un compte d'un locataire qui est donc actif en contact puisqu'il a généré des contacts et qu'il a bien complété ses informations. Donc son profil, ce que je vous expliquais il y a quelques instants, les informations de son logement,
Comme on peut le voir, il a validé cette étape en mettant un faux texte et en n'ajoutant pas de photo. Mais nous avons tout de même les informations issues du fichier patrimoine sur la droite. Et il a renseigné donc ces critères de recherche. Avec donc plusieurs communes, la fourchette de loyer, une fourchette pour la surface, la typologie, donc comme on l'a vu qui est obligatoire. Le plafond de ressources n'est pas dans un champ requis, donc il est libre. Et il a pu sélectionner d'autres critères, notamment l'ascenseur. Nous sommes ici sur le tableau de bord du locataire. Nous retrouvons en haut de page les critères de recherche renseignés par ce locataire et les dernières annonces en double correspondance. Ces annonces correspondent aux critères de recherche qu'il a renseignés, postés par des locataires qui pourraient être intéressés par le logement. C'est-à-dire, les annonces qui sont présentées ici correspondent aux critères de recherche renseignés et les locataires qui ont posté ces annonces ont renseigné les critères de recherche correspondant au logement de ce locataire, donc de Louis Dupont. On est vraiment sur la facilitation de la recherche du locataire avec ce fonctionnement en double match, en double correspondance. On ne va pas lui présenter des annonces qui ne correspondraient pas ou des annonces où l'échange serait impossible avec l'autre locataire. Sur son tableau de bord, le locataire peut trier les annonces en double correspondance, donc par type, par superficie, par commune, par loyer et par charge. Il s'agit d'un tri par ordre croissant ou décroissant. Comme vous pouvez le voir, sur chaque annonce, nous avons deux boutons. Un bouton permettant au locataire d'ajouter cette annonce aux favoris et un bouton pour voir l'annonce. Une fois que cette annonce a été consultée, comme c'est le cas ici, le bouton indiquant « Voir cette annonce » va se transformer en « Revoir l'annonce ». Nous avons également des étiquettes de couleurs qui apparaissent pour renseigner les événements sur l'annonce. On voit ici « J'ai déjà consulté l'annonce ». Ici, une demande de contact a été envoyée. Et là encore, une demande de contact a été validée. Nous ne voyons pas ici toutes les étiquettes d'événements, mais sachez qu'il en existe plusieurs. J'ai déjà consulté l'annonce, il a lu mon annonce, demande de contact en attente de ma réponse, demande de contact envoyée, demande de contact validée, demande de visite en attente de ma réponse, demande de visite envoyée, demande de visite validée, demande de contact refusée, demande de visite refusée, visite réalisée, statut à renseigner ou visite non concluante. Pour visite non concluante, cette étiquette apparaît lorsqu'au moins un des deux locataires a notifié la visite comme non concluante. Si la visite est jugée concluante par les deux locataires, l'étiquette n'apparaît plus et un dossier d'échange est automatiquement créé. Il est également possible de visualiser davantage d'annonces sur le tableau de bord en cliquant sur le bouton « Toutes les annonces » en double match. Nous avions au départ 5 annonces, nous en avons maintenant 9. Sur le tableau de bord, à droite, apparaissent 4 éléments concernant l'activité du locataire. Nous avons les demandes de contact en attente de validation, les demandes de visite en attente de validation également, les demandes de contact en attente de validation par les autres locataires et les demandes de visite en attente de validation par les autres locataires. Tous ces blocs sont cliquables et permettent d'accéder directement aux activités, contacts ou visites. En haut, nous avons également, symbolisé par la cloche, les notifications. Les notifications non lues apparaissent avec un fond orange clignotant et le nombre est précisé. Une fois toutes les notifications lues, ce rond orange disparaîtra. Là, comme vous le voyez sur cette interface, nous avons des notifications non lues. À gauche de cette petite cloche symbolisant les notifications, nous avons une enveloppe qui symbolise la messagerie. Même principe, nous aurons une indication pour les messages non lus avec un rond clignotant et le nombre de messages non lus. Ici, Louis Dupont n'a aucun message non lu. Voilà pour ce qui est du tableau de bord de l'interface locataire. Je vous propose d'aller directement dans les activités. Commençons par l'onglet « Mes contacts ». Nous avons ici 3 blocs. J'ai reçu une demande de contact, j'ai fait une demande de contact et mes contacts.
Pour ces 3 blocs, nous avons la photo, le descriptif du logement et la date de la demande. Et le bouton « Accepter » ou « Refuser » qui disparaissent quand le locataire a fait l'action, comme ici, où elle est acceptée. Pour les demandes de contact émises, le locataire a la possibilité d'annuler sa demande en cliquant simplement sur le bouton « Annuler ma demande ». Dans mes contacts, nous retrouvons les demandes de contact que le locataire a acceptées ou les demandes de contact qu'il a réalisées et que les autres locataires ont acceptées. Le locataire peut également supprimer un de ses contacts. Dans mes contacts, il peut générer une demande de visite ou envoyer un message. Il faut savoir qu'à partir du moment où un contact est accepté, les locataires vont pouvoir échanger des messages via l'outil messagerie directement intégré sur la plateforme. Information importante également, il faut savoir que toutes les demandes de contact que le locataire aura refusées ou toutes les demandes de contact que les autres locataires auront également refusées seront automatiquement supprimées de cette interface à plus 30 jours. L'idée étant de ne pas noyer le locataire avec un flot de demandes refusées. Information importante également, il faut savoir que le locataire pourra réaliser jusqu'à 3 demandes de contact. Si toutes 3 sont refusées, il ne pourra plus émettre de nouvelles demandes pour cette annonce. Cela fonctionne aussi dans le sens inverse. Si le locataire refuse 3 mêmes demandes de contact, l'autre locataire sera bloqué et ne pourra générer de nouvelles demandes auprès de ce contact. Dans les activités, nous retrouvons également les visites. La composition de la page est identique. Nous avons 3 blocs. J'ai reçu une demande de visite, j'ai sollicité une visite ou mes visites. Sur cette interface, locataire, nous n'avons aucune visite en cours, demandée ou reçue. Il faut savoir que la présentation est totalement identique à celle des contacts. Il y a quelques variantes. Nous aurons par exemple des boutons supplémentaires permettant de communiquer un statut suite à une visite. Donc visite concluante et visite non concluante. Dans le cas d'une visite non concluante, le locataire pourra spécifier également et renseigner un motif, comme le montant du loyer, la surface, l'agencement, le quartier, l'environnement, l'éloignement des transports, un logement qui est inadapté ou d'autres raisons personnelles. Il faut savoir également qu'une fois que la visite sera jugée comme non concluante, la demande de contact liée sera automatiquement supprimée des contacts. Et tout comme les demandes de contact, les visites refusées et non concluantes datant de plus de 30 jours seront supprimées automatiquement de la page visite. Pour faire une demande de contact, c'est assez simple. Il suffit donc de se rendre sur l'annonce d'un des locataires et de cliquer sur « Demande de contact ». Il y aura une pop-up qui nous demandera de confirmer cette demande. Comme indiqué, une fois que cette demande sera acceptée, les locataires vont pouvoir échanger des messages directement via l'outil messagerie intégré à la plateforme. Nous allons tout de suite nous rendre sur ma messagerie. Nous avons un message pour ce locataire qu'il pourra consulter en cliquant sur « Sujet » et auquel il pourra répondre avec un éditeur de texte basique et un bouton « Envoyer ». Il est également possible de générer une nouvelle conversation en sélectionnant un contact dans la liste de mes contacts. Donc ici, nous n'avons qu'un contact et il suffira d'écrire le texte et de l'envoyer. Nous ne pouvons pas, bien sûr, envoyer de messages vides. Il est possible à partir de ma messagerie de reconsulter l'annonce du locataire, non pas en cliquant sur sujet pour accéder aux échanges de la messagerie, mais sur le descriptif du logement. Et d'un simple clic, nous atterrissons donc sur l'annonce du locataire en question. Les messages peuvent être supprimés, mais seulement ceux que nous avons nous-mêmes envoyés. Il faut savoir également que si l'annonce d'un des locataires est suspendue, car il a initié un échange par exemple, l'autre locataire ne pourra plus lui envoyer de message. Il aura une infobulle qui sera présente sur le bouton « Envoyer », lui indiquant qu'il ne peut plus envoyer de message à ce locataire puisque celui-ci a un dossier d'échange en cours ou ne fait plus partie de sa liste de contacts. À chaque nouvelle activité sur son compte,
que ce soit un message, une demande de nouveau contact, etc., le locataire recevra, s'il a coché les notifications dans son profil, des mails automatiques pour toute activité sur la plateforme. Ces notifications, en haut à droite, symbolisées par la cloche, seront également alimentées. Dans mes activités, nous avons également l'historique des dossiers où nous retrouvons, logiquement, quand il y a un dossier dans l'historique, le numéro de dossier, le logement souhaité, la typologie, la surface, la commune, le loyer, les charges, le bailleur de l'autre locataire, la date de clôture et le statut. Cet historique est conservé pendant 3 mois et les anciens dossiers sont quant à eux anonymisés. Sachez que les dossiers en cours, donc toujours ouverts, ne sont pas présents dans l'historique des dossiers. Nous avons vraiment seulement les dossiers clôturés. Quand un locataire va ouvrir un dossier d'échange, son interface va être légèrement modifiée. Il aura toujours accès au tableau de bord, mais aucune annonce ne lui sera proposée, puisqu'il est en cours d'échange et que son annonce est suspendue. Il pourra accéder à ces informations. Par contre, il n'aura plus accès à la totalité des sous-menus de l'onglet Mes activités. Il n'aura plus accès à Contact et Visite. Il accédera néanmoins, via ce menu, à son dossier d'échange en cours et à l'outil messagerie pour communiquer notamment avec le locataire avec lequel il est en cours d'échange. Et enfin, le locataire qui a un dossier d'échange en cours pourra toujours accéder à la foire aux questions. Continuons donc sur l'interface locataire et allons voir le menu Annonces. Dans le sous-menu Double correspondance, nous retrouvons ici les annonces du tableau de bord. Le tri est identique, les boutons également. La seule chose qui change sur cette page par rapport au tableau de bord concerne le bloc Alerte Mail qui permet au locataire de s'abonner aux annonces. Si le locataire a indiqué dans son profil ou ici qu'il souhaite recevoir des notifications, il recevra automatiquement toutes les annonces en double match tous les matins à 3h45. Si le locataire n'a pas spécifié dans son profil qu'il souhaite recevoir des notifications et qu'il le spécifie par contre ici, je m'abonne aux annonces, son profil sera automatiquement mis à jour et indiquera qu'il accepte de recevoir des notifications. Nous avons un deuxième sous-menu, Mon logement les intéresse. Là, nous retrouvons les locataires qui auront signé des critères correspondant au logement de ce locataire, donc de Louis Dupont. Nous avons exactement les mêmes fonctionnalités que sur le tableau de bord et sur l'onglet Double correspondance. Le locataire a donc la possibilité de trier par ordre croissant ou décroissant, par type, superficie, commune, loyer et charge. Les boutons Ajouter aux favoris, voir l'annonce, les étiquettes indiquant le dernier événement sont également présents sur cette page. Les annonces déjà consultées sont celles que le locataire a déjà vues. Nous avons donc systématiquement ici le bouton Revoir l'annonce à la place du bouton Voir l'annonce. Nous avons également un onglet Ils ont lu mon annonce. Donc, même présentation que les autres pages du menu Annonce. Là, il s'agit des locataires, des annonces des locataires qui ont consulté l'annonce de Louis Dupont. Et enfin, nous avons une page avec les favoris qui recompile toutes les annonces pour lesquelles le locataire a cliqué sur « Ajouter le favori » en favori. Il est possible de supprimer également le favori de cette page et sur les pages de toutes les annonces. Comme on le disait en préambule, quand un locataire va sur une annonce, il peut la signaler en cliquant sur le bouton « Signaler un abus » qui est présent donc sous chaque annonce, sous le bloc, ce que le locataire dit de son logement. Il arrive souvent que les locataires signalent un abus parce que le locataire en question n'a pas répondu à sa demande de contact ou de visite. Ce bouton est généralement peu utilisé dans le sens où il a été pensé. Le locataire peut également nous contacter et signaler un dysfonctionnement en se rendant dans le footer. Allons-y d'ailleurs. Il va pouvoir donc décrire et signaler le dysfonctionnement rencontré ou la problématique de navigation.
et il va avoir accès à quelques questions qui pourraient l'orienter avant qu'il fasse son signalement. Il faut savoir qu'il s'agit souvent de problèmes de navigation ou de mauvaises manipulations qui sont signalés via ce bouton « Signaler un dysfonctionnement ». Mais il peut s'agir également de dysfonctionnements réels sur l'interface du locataire ou sur la plateforme en général. Nous retrouvons également en footer les données personnelles, les conditions générales, la page partenaire que nous retrouvons en page d'accueil, signaler un dysfonctionnement que nous venons de voir, mais aussi les mentions légales et surtout une page dédiée au plafond de ressources. Ici, nous sommes sur la pré-production, donc sont mentionnés seulement les plafonds de ressources pour Paris et ses communes limitrophes. Bien évidemment, sur la plateforme de production, vous avez toutes les informations sur les plafonds de ressources depuis le 1er janvier 2020 d'ailleurs, et pour Paris et pour l'Île-de-France. Donc cette page va vraiment renseigner le locataire sur le logement sur lequel il pourrait postuler, selon la composition de son ménage et selon la commune. Avant de terminer sur cette partie locataire, nous allons visualiser la foire aux questions. Comme évoqué et comme sur la page d'accueil, celle-ci est thématisée. Nous avons les conditions d'inscription, les grands principes de l'échange, le fonctionnement de la plateforme, les formalités après attribution par les commissions d'attribution, tout ce qui est relatif aux données personnelles et vie privée et l'utilisation des cookies. Nous avons donc une présentation sous format va-et-vient avec au clic sur la question, la réponse qui s'affiche. Nous allons continuer cette formation et je vais vous présenter maintenant de manière détaillée l'interface bailleur, qu'il s'agisse des profils administrateurs ou agents. Tout d'abord, il est important de faire la différence entre un compte administrateur et un compte agent. L'administrateur va avoir accès à plus de fonctionnalités. L'agent va pouvoir accéder au tableau de bord, aux annonces, à la modération des annonces, mais seulement aux statistiques de la modération, au dossier d'échange, aux statistiques et à la documentation. L'administrateur va avoir accès à toutes ces fonctionnalités et en plus, il va pouvoir avoir accès à la page agent qui va lui permettre de créer les comptes pour ses équipes opérationnelles, info bailleur qui reprend toutes les informations administratives de son organisme qui sont intégrées par Atico dès l'arrivée dans le dispositif, et il va aussi avoir accès à l'onglet patrimoine. L'administrateur va pouvoir également modérer des annonces. Mais il s'agit vraiment d'une mission à réaliser à la marge puisqu'il s'agit d'une de nos missions à Atico Conseil, donc la modération des annonces à hauteur de 30% et ce pour chaque organisme adhérent au dispositif. Revenons à l'interface bailleur et nous allons commencer donc par le patrimoine. Nous allons nous rendre à nouveau sur la plateforme et je vais me connecter donc en pré-production sur un compte d'administrateur et j'ai choisi celui de Paris Habitat. Dans cet onglet patrimoine, nous avons 4 sous-menus logiquement. Il en manque un ici en pré-production. Nous avons le sous-menu import, structure du fichier, information du patrimoine que vous avez normalement en production et qui n'est pas ici en pré-production, et réservataire, décision d'adhésion. L'import va vous permettre d'importer régulièrement votre fichier patrimoine. Pour ajouter un nouveau fichier, il vous suffit de cliquer sur Ajouter et de sélectionner votre fichier. Comme indiqué, il faut éviter autant que faire se peut toute édition, modification ou ouverture via Excel au risque de générer des erreurs. Vous pouvez néanmoins modifier votre fichier CSV avec des éditeurs spécialisés comme CSV, Notepad ou encore Bloc-Notes. Une fois que vous avez ajouté votre fichier, donc à chaque apport réalisé, une information de statut sera mentionnée. Statut que nous retrouvons ici.
Pour information, le traitement de l'import s'effectue chaque nuit. Une fois que l'import est exécuté, l'informaticien recevra un rapport de son import précisant le statut par mail automatique. Le statut en attente, nous n'en avons pas ici, mais il vous indiquera que le traitement n'a pas encore débuté. Le statut import total que nous avons sur la première ligne signifie que l'import est terminé. Toutes les lignes ont été correctement importées, aucune action n'est requise. L'import en erreur, que nous avons également ici, signifie que l'import est terminé, mais le fichier a retrouvé une erreur, bloquante de structure de fichier. De ce fait, aucune ligne n'a été importée. Il faut donc aller voir le détail de l'erreur et modifier le fichier en conséquence. Il s'agit souvent d'erreurs sur la structuration, donc dans la nomination des colonnes, ou même dans le nom que vous avez donné à votre fichier, qui est très codifié. L'import partiel que nous avons ici signifie que l'import est terminé, donc toutes les lignes ont été traitées, mais certaines avaient des erreurs et ont été ignorées. Les locataires qui figurent sur ces lignes en erreur ne pourront donc pas s'inscrire. Il est du coup vivement recommandé d'aller corriger ces erreurs. Ces erreurs sont également visibles, donc via le mail automatique reçu suite à l'import ou directement ici au clic sur le fichier étant en import partiel. Vous avez ici dans la partie log la mention de toutes les erreurs. Au lieu d'ajouter un fichier, vous pouvez également l'éditer. Cela est possible seulement pour les fichiers ayant un statut en import en attente. Là, ce n'est pas le cas ici. Si vous souhaitez éditer, c'est assez simple. Il vous suffira donc de sélectionner le fichier en attente, de cliquer sur le fichier à éditer et sélectionner le nouveau fichier à importer. Information importante, le nouveau fichier ne devra pas avoir le même nom. Vous pouvez également, une fois l'import réalisé, donc import total ou même partiel, exporter votre fichier en cliquant simplement sur l'intitulé de votre fichier ici. Pour information, pour contrebalancer la réduction des sollicitations bailleurs et locataires du fait du confinement, nous, à Tico, réalisons actuellement et jusqu'à mi-juin une nouvelle mission. En plus du suivi des imports réguliers, nous indiquons les erreurs à corriger, pour les imports partiels donc, ou en erreur. Vous avez également accès à la structure du fichier et aux informations du patrimoine. Comme dit tout à l'heure, l'onglet « Les informations du patrimoine » n'est pas présent en pré-production. Il s'agit en fait d'une aide pour la complétion de votre fichier patrimoine. Ces onglets vont vous donner des descriptifs sur toutes les colonnes et la table de correspondance. Par exemple, si nous prenons éligibilité à l'inscription, vous avez une description des locataires éligibles ou non et les valeurs que vous pouvez rentrer dans cette colonne. Donc soit oui, soit non. Vous avez également une précision sur le fait que le champ soit obligatoire ou non avec la coche requis. Prenons un autre exemple. La typologie 25. Pour accéder au descriptif, il faut cliquer sur le numéro de la colonne. Donc là, la typologie, nous voyons que les valeurs possibles sont T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 et plus. Il est vraiment important de renseigner à l'identique ces valeurs. Donc de respecter la case, de n'ajouter aucun espace ni aucune virgule. Sinon, votre ligne apparaîtra en erreur. Là encore, nous voyons que ce champ est obligatoire, il est requis. Enfin, dans le menu patrimoine, nous avons accès au réservataire qui recense le positionnement des partenaires. Là encore, il s'agit d'un fichier obsolète puisque celui-ci est suivi en production et mis à jour en production. Donc nous avons un onglet avec le refus des réservataires et l'adhésion des réservataires. Pour information, l'AORIF et le GIE complètent ce fichier en fonction de vos retours suite aux collectivités sollicitées car elles n'étaient pas encore positionnées. Quand il y a une adhésion d'un réservataire, Adélaïde
grâce à ce fichier, met à jour la page partenaire comme nous l'avons vu sur la page d'accueil tout à l'heure. Passons maintenant au tableau de bord qui est un onglet accessible tant aux administrateurs qu'aux agents. Sur le bandeau apparaissent les données clés de la bourse sous forme de blocs, données clés que nous avons vues tout à l'heure sur la page grand public. Nous avons le bloc nombre de logements importés sur la bourse qui correspond à la totalité des logements importés par les différents bailleurs via leur fichier patrimoine, qu'ils soient éligibles ou non à la bourse. Cette donnée est mise à jour en temps réel sur la plateforme Échanger Habité. Nous avons le bloc annonces publiées, mise à jour également en temps réel. Les annonces publiées correspondent au nombre d'annonces actives, mais également aux annonces suspendues. Pour le bloc contact entre locataires, nous sommes également sur une donnée mise à jour en temps réel. Le décompte, comme dit tout à l'heure, se fait par binôme. Nous avons un contact pour 2 locataires. Les contacts supprimés ne sont pas inclus, les visites en cours non plus, et un locataire peut posséder plusieurs contacts en même temps. Pour les visites en cours, nous sommes également sur une donnée mise à jour en temps réel. Là encore, nous sommes sur un décompte par binôme. Une visite représente 2 locataires. Les visites non concluantes et concluantes ne sont pas incluses. Le bloc locataire ayant un dossier d'échange en cours est également une donnée mise à jour en temps réel. Sont comptabilisés ici tous les locataires qui ont un dossier d'échange en cours du statut en attente de NUR jusqu'au statut déménagement programmé inclus. Et enfin, nous avons le bloc des locataires ayant échangé, mis à jour en temps réel et compilé depuis le lancement, donc depuis octobre 2018. Les dossiers d'échange clos pour motif échange de droits ne sont pas comptabilisés dans ce bloc. Ensuite, nous avons des informations sur les locataires et sur les dossiers par locataire que vous pouvez filtrer sur votre patrimoine ou sur la totalité de la bourse. Petit rappel, puisque je ne l'ai pas cité auparavant, nous sommes toujours sur la plateforme de pré-production. Donc il s'agit vraiment de données de test, des données virtuelles et qui ne reflètent en rien la réalité de l'activité de la bourse. On est loin des 44 locataires ayant échangé. Alors, pour l'état des comptes locataires, nous avons les comptes non activés qui compilent les locataires qui n'ont pas encore activé leur compte, c'est-à-dire qui n'ont pas cliqué sur le lien d'activation reçu par mail automatique. Nous avons les locataires enregistrés qui correspondent aux locataires qui n'ont pas finalisé leur inscription, c'est-à-dire qui n'ont pas complété les 3 étapes, profil, logement, critères de recherche. Et enfin, nous avons les locataires actifs qui correspondent aux locataires qui ont finalisé leur inscription et qui peuvent naviguer sur la plateforme. Nous avons également des données sur les locataires désactivés, données qui sont mises également à jour en temps réel. Nous avons des locataires qui sont désactivés manuellement par un gestionnaire, automatiquement par le fichier patrimoine, parce qu'ils sont indiqués comme non éligibles. Les locataires désactivés parce qu'ils ont une annonce suspendue depuis plus de 4 mois par un gestionnaire, parce qu'ils ont une annonce suspendue depuis plus de 4 mois par eux-mêmes, parce qu'ils ont été inactifs pendant plus de 3 mois, ou pour un échange réalisé. Ensuite, nous avons l'historique des comptes supprimés, toujours une donnée mise à jour en temps réel. Donc la suppression relève vraiment d'un processus automatique 3 mois après la désactivation des comptes locataires. Que ce soit par un gestionnaire, un locataire lui-même, etc. Les locataires sont donc dans un premier temps désactivés et 3 mois après, ils sont automatiquement supprimés. À droite, nous avons ici le statut des locataires actifs. Cette donnée est également mise à jour en temps réel. Nous retrouvons ici tous les locataires qui sont en recherche, qui sont en contact, en visite ou qui ont notifié une visite concluante. Nous avons également le nombre de locataires étant en cours d'échange selon le statut, l'étape du dossier, en attente de NUR, CAL programmé, etc. jusqu'à échange réalisé. Et nous avons également un item sur les annonces désactivées. Il faut savoir que sur la bourse d'échange, toute réinitialisation des dossiers ou toute intervention directe en base de données par Actimage entraîne des erreurs dans les statistiques. Il est fortement recommandé d'être vigilant lors de la validation d'étapes sur un dossier pour éviter donc toute réinitialisation et toute manipulation via Actimage en base de données. Cela génère des effets de bord qui impactent les données du tableau de bord et les statistiques mensuelles. Aussi, point d'attention, renseigner tardivement la date de réalisation d'un échange entraîne également des erreurs.
Les comptes locataires, suite à l'échange réalisé il y a plus de 90 jours, sont normalement supprimés. Or, il peut y avoir un décalage entre la date d'action et la date de saisie pour l'échange. On peut par exemple avoir une date d'action au 4 juin pour un échange réalisé le 3 mai. Du coup, cet échange ne sera pas comptabilisé dans les stats mensuels et cela peut générer des erreurs également sur le tableau de bord. Pour ces échanges réalisés, la date de désactivation des comptes locataires correspond vraiment à la date de clôture du dossier et non à la date de réalisation d'échange. La date de clôture, c'est la date d'action. Ces locataires ne sont donc pas supprimés dans les temps et les statistiques mensuelles sont totalement erronées. Pour les blocs dossier par locataire, nous avons aussi des données mises à jour en temps réel. Nous retrouvons ici les différentes étapes des dossiers et le nombre de locataires associés. Nous avons aussi des données sur l'historique des dossiers, des locataires ayant changé, des locataires ayant clôturé leur dossier, des locataires ayant échangé au motif échange de droit, ou des dossiers clos par les bailleurs via le bouton clôturer ou suite à la décision de la CAL. Voilà pour ce qui est des données clés du tableau de bord. Je vous propose d'aller sur l'onglet Agents, disponible uniquement pour les administrateurs bailleurs. L'administrateur bailleur va pouvoir donc créer des comptes pour ses agents. Il suffit de cliquer sur Ajouter, de rentrer le nom d'utilisateur, le prénom, son nom, le bailleur. Logiquement, c'est un menu déroulant qui est non cliquable avec le nom de votre organisme déjà renseigné, l'email et un mot de passe, n'importe lequel que votre agent pourra changer ensuite. Il est également possible de modifier ou de supprimer un compte agent préalablement créé. Il faut savoir que nous n'avons pas de limite quant au nombre de comptes agents et il est possible de créer des comptes génériques pour plusieurs agents ou des comptes nominatifs. Passons maintenant à la page Information bailleur. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une page qui recense toutes vos informations administratives avec notamment l'aide visuelle pour la référence locataire et la référence logement. Ces informations sont gérées par nous-mêmes, par Atico, directement sur l'interface super administrateur. Intéressons-nous maintenant à l'onglet Annonces. Les agents et les administrateurs vont pouvoir rechercher une annonce ou un compte locataire. Bien évidemment, cette recherche doit se faire dans un but précis, pour des questions RGPD. Pour rechercher un compte ou une annonce locataire, plusieurs filtres sont à votre disposition. Vous avez la typologie, la ville, la superficie, le numéro de logement, le bailleur, le prénom du locataire, le nom du locataire, sa référence logement, la direction, l'agence, le code groupe ou encore le statut du locataire. Si vous cliquez sur la ligne logement ici en bleu ou sur la ligne locataire ici toujours en bleu, vous allez directement atterrir sur la page de votre locataire. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous verrons le point sur la réactivation et la désactivation des comptes ou annonces locataires. Intéressons-nous d'abord au statut. Nous avons plusieurs statuts. Nous avons le statut supprimé, donc il peut s'agir d'un compte supprimé par le locataire lui-même ou un compte supprimé 90 jours après une désactivation ou encore un compte d'un locataire ayant réalisé un échange. Nous avons les comptes enregistrés, donc compilant les locataires n'ayant pas finalisé les 3 étapes de l'inscription, profil, logement et critères de recherche. Le compte actif, donc qui est un locataire qui a finalisé son inscription et qui peut naviguer et bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme, comme le compte de Louis Dupont que nous avons vu tout à l'heure. Il faut savoir qu'un compte actif peut tout de même avoir une annonce désactivée. Nous les retrouverons ici dans Annonces suspendues, où nous verrons que le locataire a quand même le statut actif. Désactivé bailleur correspond au locataire ayant été désactivé manuellement par un gestionnaire. Désactivé tout court correspond au locataire ayant été désactivé automatiquement suite à la mise à jour du fichier patrimoine ou pour une activité. Et non activé
correspond aux locataires qui n'ont pas encore activé leur compte via le lien envoyé par mail après leur inscription sur la plateforme. Je vais d'ailleurs vous montrer comment activer manuellement un compte d'un locataire non activé. Donc il suffit de cliquer sur le locataire en question et de cliquer sur réactiver le compte. Ce locataire n'apparaît plus donc en statut non activé, mais il apparaîtra en statut actif. Pour supprimer un filtre, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le mot. Pour supprimer plusieurs filtres, vous pouvez cliquer tout simplement sur effacer. Sur la liste des annonces de vos locataires, vous avez également le statut du dossier d'échange, s'il y a un dossier d'échange en cours, qui est renseigné dans cette dernière colonne. Donc en cliquant sur la colonne logement ou locataire, comme on l'a vu tout à l'heure, donc ici ou ici, vous atterrissez directement sur la fiche du locataire. Vous retrouvez ici donc le descriptif de son logement, ses photos s'il en a mis, la localisation et les informations issues de votre fichier patrimoine. Vous avez également des informations sur l'état du compte de votre locataire. Donc réactiver l'annonce ici ou suspendre le compte. Nous allons nous intéresser à un compte désactivé pour pouvoir le réactiver. Donc je vais reprendre un statut locataire et un statut désactivé. Je vais me connecter donc sur ce locataire et je vais voir que j'ai la possibilité d'appuyer donc sur les boutons réactiver l'annonce ou réactiver le compte. Quand un compte est désactivé, donc nous avons une petite infobulle ici qui nous renseigne sur le motif et la date de désactivation. Donc ici, nous savons que l'annonce a été désactivée suite à l'échange réalisé le 29 août 2018. Il est vraiment impératif de garder en tête qu'une annonce désactivée pour échange réalisé ne doit en aucun cas être réactivée puisqu'elle apparaîtrait dans les résultats de recherche d'autres locataires alors que ce locataire a déjà réalisé un échange. Plusieurs messages sont possibles selon le type de désactivation. Donc là, nous avons le motif de réalisation d'échange pour la désactivation. Mais nous pouvons avoir, si la désactivation est faite manuellement, le message suivant, l'annonce a été désactivée par le nom de la personne ayant réalisé l'action et la date. Si la désactivation est faite via le fichier patrimoine, on aura comme message, l'annonce a été désactivée automatiquement et la date. Et si la désactivation est faite suite à l'inactivité du locataire, le message de cette infobulle sera, l'annonce a été désactivée du fait de l'inactivité et la date. Pour les comptes réactivés, une information s'affiche également sur l'annonce du locataire. Donc là, nous n'avons pas l'information puisqu'il s'agit d'un compte désactivé puisqu'il y a eu un échange. Quoi qu'il en soit, nous aurons tout de même une infobulle pour les comptes réactivés. Si la réactivation donc, est faite manuellement, on aura un message qui sera l'annonce a été activée par le nom de la personne qui a réalisé l'action et la date. Si la réactivation est faite automatiquement par le fichier patrimoine, nous n'aurons pas de message. Si un compte bailleur ou locataire est supprimé en base de données, on aura l'identifiant et non le nom de la personne. Il faut savoir également que lorsqu'un dossier d'échange est créé, les annonces sont désactivées automatiquement, pour plus que l'annonce du locataire en question apparaisse dans les résultats de recherche. Ces annonces donc, ne s'affichent plus dans les résultats des recherches de locataires et dans ce cas-là, il n'y a pas d'infobulle. Revenons sur la liste des annonces. Sachez que vous pouvez donc également exporter les annonces de vos locataires. Cet export, s'il est lourd, se fera de manière asynchrone. Là, nous n'avons que 8 résultats, donc l'export se fera directement sur cette page. Il se peut aussi qu'en recherchant un compte locataire ou une annonce, vous tombiez sur une annonce qui ne respecte pas la charte. Elle contient par exemple des photos interdites ou des textes injurieux ou diffamatoires par exemple.
Il est possible de nous signaler cette annonce, tout comme les locataires, en cliquant sur le bouton « Signaler un abus ». Nous pourrons ainsi modérer cette annonce. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un administrateur peut directement modérer cette annonce. Il a également accès à ce bouton « Signaler un abus ». Il est préférable, même pour un administrateur, de cliquer sur ce bouton « Signaler un abus ». La modération, comme expliqué, fait partie de nos missions. Je vais tout de même vous montrer cette fonctionnalité de modération des annonces donc pour les administrateurs bailleurs. Il vous suffira donc de rechercher l'annonce en question en rentrant par exemple la référence du locataire comme renseigné ici, de cliquer sur filtrer pour valider et de cliquer sur modifier. Vous pourrez donc supprimer le texte problématique et supprimer également les photos. Ici, nous n'avons pas. Et enfin, enregistrer les modifications. L'annonce apparaîtra comme modifiée. À chaque modération, il faut savoir que le locataire ayant été modéré, ayant vu son annonce modérée, recevra un mail automatique. Le DPO au sein de votre organisme également. Pour continuer sur la modération, les statistiques modération sont accessibles par les agents, mais aussi par les administrateurs. Donc vous avez ici le nombre d'annonces actives en ligne, le nombre d'annonces actives vérifiées ou modérées et le pourcentage de modération. Comme indiqué, il s'agit d'une de nos missions. Nous devons réaliser 30% de modération et ce pour chaque organisme participant au dispositif. Nous allons vous présenter sous format logigramme le traitement des dossiers d'échange et les différentes étapes. Pour rappel, dès lors que 2 locataires auront notifié leur visite comme concluante, un dossier d'échange sera automatiquement ouvert. Les bailleurs en seront informés par mail automatique. Pour information également, à chaque action, que ce soit une validation, une clôture ou un renseignement de date, une notification est adressée aux locataires et aux bailleurs. Donc on va passer sur les différentes étapes. La première étape, c'est le renseignement des murs. La saisie est réalisable par les locataires eux-mêmes ou par le bailleur ou par les bailleurs. Pour accéder à l'étape suivante, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider ». Ensuite vient la préinstruction. Il s'agit vraiment des premières vérifications. Il faut compter à peu près 7 jours calendaires pour la réalisation de cette étape et chaque bailleur, 1 ou 2, doit indiquer s'il poursuit l'échange ou clôture le dossier via les boutons dédiés. Petite indication, côté Atico, nous nous assurons que certaines étapes sont réalisées dans les délais. Nous avons donc une alerte pour la préinstruction générée dès lors que cette étape n'est pas statuée 3 semaines après le renseignement des lieux. Vient ensuite l'instruction, donc réalisée toujours par les bailleurs 1 et 2 dans un délai de 14 jours calendaires. Il s'agit ici des dernières vérifications et de la collecte des derniers documents locataires. Le bailleur peut cliquer donc sur instruction terminée pour valider cette étape ou clôturer le dossier. Là encore, côté Atico, nous réalisons une alerte générée lorsque le dossier est en instruction depuis plus de 3 semaines à compter de la date de saisie des lieux. Il est important et impératif de valider les étapes de préinstruction et d'instruction l'une après l'autre, les objectifs n'étant pas les mêmes, la préinstruction permettant réellement de faire les premières vérifications, l'instruction permettant d'instruire plus amplement le dossier. Vient ensuite l'étape attente décale. Cette date doit être renseignée après concertation entre les bailleurs, puisqu'elles ne peuvent pas être espacées depuis 8 jours. Cette date est modifiable, il suffit de cliquer sur le bouton dédié. Après la programmation et la tenue des cales, les bailleurs vont pouvoir saisir la décision. Si elle est positive, il faudra renseigner attribué par la cave. Si elle est négative, il faudra renseigner non attribué par la cave. Si le dossier est clos suite à la décision de la cale, puisqu'il est non attribué, le bailleur devra, 1 ou 2, devra saisir un motif. Si, à contrario, la cale est attribuée par les bailleurs 1 et 2, l'échange pourra se poursuivre. Suite à la distribution par la cale, les locataires vont pouvoir renseigner une période de déménagement. En coordination, un des locataires va réaliser cette saisie sur la plateforme. Suite à la saisie de cette période, les bailleurs pourront se concerter avec les 2 locataires et entre bailleurs et définir une date de déménagement
qui est également modifiable. Côté Atico, nous avons ici 2 types d'alertes. La première, si un dossier est attribué par les 2 CAL depuis plus de 3 semaines et que la date de déménagement n'est pas renseignée par le bailleur. Et la seconde, si la date de déménagement renseignée est dépassée alors que le dossier est toujours ouvert. Enfin, nous avons la dernière étape qui est la réalisation de l'échange. Un des 2 bailleurs va saisir cette date. Comme évoqué, il est vraiment nécessaire de rentrer la date de réalisation de l'échange le plus rapidement possible, idéalement le jour de l'échange, pour ne pas modifier et impacter les statistiques. La date est également modifiable après validation. Il est possible, côté bailleur ou côté locataire, de clôturer le dossier d'échange à tout moment. Côté bailleur, il faudra saisir un motif, soit condition légale pour l'attribution non remplie, échange de droit instruit par le bailleur, locataire non éligible, partenaire non adhérent ou renonciation du locataire. Côté locataire, il faudra également saisir un motif, loyer trop cher, non adapté à la composition familiale, trop de travaux, date de disponibilité incompatible, environnement non souhaité ou un autre motif. Un dossier peut être également clos pour une activité prolongée. Revenons aux alertes pour vous rappeler le processus côté Atico. Adélaïde vous transmet chaque semaine des alertes. Tous les mercredis, elle fait un export des dossiers d'échange et relève les dossiers ne respectant pas les délais. La première alerte est générée le jour J du relevé. La deuxième alerte est réalisée à J+7 si aucune réponse n'est donnée par le correspondant ou bien sûr adaptée en fonction de la réponse de vos correspondants et agents. La troisième alerte est quant à elle envoyée à J+21 s'il n'y a aucune réponse aux 2 précédentes alertes ou adaptée en fonction des réponses. Il faut savoir qu'Adélaïde envoie également des alertes mensuelles aux pilotes pour les dossiers toujours en alerte malgré ces 3 relances. Donc pour accéder à la liste des dossiers, il suffit de cliquer sur l'onglet Dossier d'échange, sous-menu Liste des dossiers. Vous pouvez ici filtrer par différents items vos dossiers pour retrouver peut-être un locataire ou un dossier d'échange spécifique. Donc pour rappel, si vous souhaitez effacer un filtre, il suffit de cliquer sur le moins. Si vous souhaitez effacer plusieurs filtres, vous pouvez cliquer tout simplement sur le bouton Effacer. Là, je vais prendre le cas d'un dossier en échange réalisé, donc qui a passé toutes les étapes qu'on a vues précédemment. Nous retrouvons dans le menu haut, dans cet encart, des informations sur les bailleurs concernés. Bon, ici, il s'agit d'un échange intra-bailleur. Les contacts des correspondants, les courriels, la référence locataire et la référence logement. Les informations des locataires ici sont inversées. Et nous retrouvons ensuite les différentes étapes que nous avons parcourues via les logigrammes. La préinstruction, l'instruction, la date de CAL, la décision de la CAL, la période de déménagement souhaitée, la date de déménagement et la réalisation de l'échange. Comme indiqué tout à l'heure, certaines dates sont modifiables. Il vous suffit de cliquer sur le champ date et de saisir une nouvelle date et de la valider. Un nouveau mail sera transmis pour information au bailleur concerné. Petite particularité également sur le traitement des dossiers d'échange pour des collectivités qui ne se seraient pas positionnées. Il faut d'abord solliciter la collectivité. Donc 3 documents sont mis à votre disposition. Un courrier, un mail type, une fiche de synthèse du dossier d'échange. Ces documents sont accessibles sur notre kit adhérent dans le volet fonctionnement pratique de la plateforme. Notre kit adhérent se trouve sur le site internet Atico et nous en parlerons davantage lorsque nous aborderons le point des ressources utiles. Si la commune refuse, elle a 10 jours calendaires donc pour notifier son refus. Et dans ce cas-là, tous les locataires de cette collectivité doivent être indiqués comme non éligibles dans vos fichiers patrimoine. Il faudra également informer l'ADORIF et le GIE qui pourra mettre à jour le fichier Excel en conséquence. Si, à contrario, la collectivité adhère au dispositif, nous intégrerons la collectivité en tant que partenaire. Vous pouvez poursuivre l'instruction du dossier.
Là encore, il faudra faire cette remontée d'informations au GIE et à l'AORIF qui pourra mettre à jour le fichier Excel recensant le positionnement des collectivités de la plateforme. Attico Conseil, nous de notre côté, dans le cas d'une adhésion, nous mettrons à jour la page partenaire mensuellement. Il faut savoir que pour solliciter une collectivité et pour avoir plus d'appui que les documents types mis à votre disposition, il est possible d'exporter la liste des annonces des locataires dépendant de la collectivité. Vous allez pour ce faire saisir le filtre commune, renseigner la commune à solliciter, pouvoir visualiser le nombre de locataires qui s'est inscrit et qui réside sur cette commune, qui permettra d'appuyer la sollicitation. Nous allons maintenant aborder le module statistique de la plateforme. Donc vous avez toujours le menu à gauche, statistiques, et 3 sous-menus, statistiques globales, statistiques mensuelles et statistiques des locataires ayant échangé. Nous allons d'abord commencer par les statistiques globales. Comme vous pouvez le constater, plusieurs filtres sont à votre disposition. Vous pouvez filtrer ces statistiques par bailleur, par agence, par direction, par typologie, par EPCI-EPT et par commune. Nous avons plusieurs items. Nous avons les locataires inscrits, qui est une donnée mise à jour en temps réel compilée depuis le lancement. Sont comptabilisés ici les comptes supprimés et les comptes désactivés. Donc nous comptons vraiment tous les locataires qui ont fait la démarche de s'inscrire sur la plateforme. Nous avons ensuite plusieurs items qui là ne sont pas compilés depuis le lancement mais mis à jour en temps réel. Donc nous avons les locataires sans activation de compte, sans activation de compte ou avec une annonce activée. Pour rappel, les locataires qui n'ont pas encore activé leur compte sont les locataires sans activation de compte. Les locataires sans activation de compte correspondent aux locataires enregistrés qui n'ont pas finalisé les 3 étapes. Mon profil, mon logement, mes critères de recherche. Et enfin, les annonces activées qui correspondent aux locataires actifs. Nous avons aussi de nouveaux items pour les locataires avec dossier d'échange en cours avec une mise à jour en temps réel. Nous retrouvons ici les statuts des dossiers d'échange et le nombre de locataires associés. Enfin, sur les statistiques globales, nous avons le nombre d'alertes à la date du jour et la possibilité de voir le détail de cette alerte. Pour tous ces blocs, vous pouvez soit les exporter sous format Excel, soit les coller, soit les copier, soit les imprimer. Passons maintenant aux statistiques mensuelles. Avant toute chose, et même si je me suis fortement répétée sur ce point, il y a une réelle incidence des erreurs de manipulation et lors de demandes de réinitialisation de dossiers via Actimage. Quand Actimage intervient en base de données, cela génère des erreurs dans les statistiques mensuelles et sur le tableau de bord. Pour rappel également, un dossier d'échange renseigné comme réalisé prendra en compte la date de l'action et non la date renseignée pour la réalisation de l'échange. Je m'explique à nouveau, si on entre une date au 4 mars pour un échange réalisé alors que nous sommes le 8 avril, cet échange ne sera pas comptabilisé sur le mois de mars ni sur le mois d'avril. Nous sommes sur des statistiques ici sur le mois courant, sans report sur les mois précédents. Il est donc impératif pour fiabiliser les statistiques de noter l'échange réalisé à la date effective de réalisation d'échange. Pour ces statistiques mensuelles, vous pouvez les filtrer donc par organisme sur les 12 derniers mois et sur différentes années. Plusieurs items sont proposés. Vous avez ici l'évolution des inscriptions. Pour cet item, sachez que les nouveaux inscrits, notamment Actimage, n'enregistrent pas la date d'activation de compte. Donc s'ils interviennent en base de données, ils ne peuvent nous garantir la fiabilité de ces statistiques, puisqu'on risque d'avoir des erreurs qui vont être générées. Une évolution vous sera présentée au prochain Cotec pour enregistrer justement cette information. Nous avons donc les nouveaux inscrits sans activation de compte, sans activation d'annonce et avec annonce activée. Nous avons également des informations sur les désinscriptions et sur les désactivations par un gestionnaire via le fichier patrimoine pour une activité ou pour une annonce suspendue trop longtemps. Comme pour les statistiques globales, vous avez la possibilité d'exporter
sous format Excel, de copier ces données ou de les imprimer. Pour rappel, ces données sont comptabilisées sur le mois courant et ne sont aucunement reportées. Nous avons également un tableau sur l'évolution des échanges avec mois par mois, donc les locataires ayant initié un échange via une visite concluante, les locataires ayant échangé ou les locataires ayant échangé via l'échange de droits. Nous avons également tous les dossiers clos par le bailleur avec les différents motifs et tous les dossiers clos par le locataire avec les différents motifs également. Information importante, le nouveau motif renonciation locataire a été ajouté il y a peu pour les locataires qui sollicitent le bailleur et qui ne vont pas sur leur interface pour renoncer à l'échange. L'idée donc c'est de donner la main au bailleur pour qu'il puisse pour le locataire renoncer à l'échange. Or, ce statut n'est pas comptabilisé dans les statistiques mensuelles. Une évolution a été demandée en ce sens à Actimage pour le renseigner et le comptabiliser dans les statistiques des dossiers clos par le bailleur. Nous avons également un bloc sur l'activité des locataires et des bailleurs pour les dossiers en cours, avec toutes les étapes des dossiers d'échange. Un locataire peut se retrouver en avril en attente de NUR et également en mai en pré-instruction et également en juin en instruction. Tout dépend finalement de l'activité de son dossier d'échange. Et pour finir, nous avons un récapitulatif du nombre de locataires ayant des dossiers d'échange en cours. Là encore, vous avez pour chacun des tableaux le bouton Excel pour exporter ces données, copier ou imprimer. Pour information, toutes les statistiques mensuelles sont mises à jour tous les soirs à 23h59 sur le mois courant. Seul le bloc Activité des locataires pour les dossiers d'échange est mis à jour en temps réel. Passons maintenant aux statistiques des locataires ayant échangé. Pour information, toutes ces statistiques sont mises à jour en temps réel. Commençons par le premier item, les locataires ayant échangé par bailleur. Nous avons une présentation sur le mois en cours, le dernier mois, au cours des 6 derniers mois, et sur l'année écoulée, les 12 derniers mois. Vous avez accès, comme toutes les autres statistiques, au bouton Excel, copier, imprimer. Sachant que ces tableaux sont extrêmement lourds, nous vous conseillons de les exporter via Excel avant de les imprimer pour réajuster la largeur et la hauteur des lignes et des colonnes. Quelques précisions pour lire ces statistiques. Je vais prendre les statistiques sur l'année écoulée, donc sur les 12 derniers mois. Nous sommes sur des tableaux croisés. La première colonne, donc Paris Habitat, sera lue de manière verticale. La dernière ligne, OPH de Villeneuve-Saint-Georges, sera lue quant à elle de manière horizontale. Nous verrons ensuite pour le traitement et la lecture des autres lignes. Donc tout ce qui est sur des aplats verts représente les échanges intra-bailleurs. Donc nous avons 2 locataires ayant échangé côté Paris Habitat. Ensuite, il faudra regarder le nombre de locataires ayant échangé par croisement. Donc ici, nous avons des données obsolètes, mais nous pouvons avoir ici un 2 qui symbolisera un locataire côté RIVP, un locataire Paris Habitat. Nous sommes vraiment sur une comptabilisation des locataires ayant échangé et non par dossier d'échange. Donc nous avons un locataire pour Paris Habitat et un locataire pour RIVP. Pour RIVP, la lecture va être différente et pour les autres également. RIVP, donc nous aurons toujours sur un aplat vert les échanges intra-bailleurs et ensuite il faudra commencer la lecture en ligne, donc pour avoir les échanges avec Paris Habitat et ensuite continuer en colonne pour avoir les échanges avec les autres bailleurs. Pareil pour Batigère, donc qui commencera en ligne pour ses échanges avec Paris Habitat, RIVP et Logiciam, Groupe 3F, ICF La Savillière et CDC Habitat. Ces échanges intra seront sur un aplat vert et ensuite il devra poursuivre la lecture en colonne pour les échanges avec Séquence, Millennium Vie Habitat, RATP, Érigère, etc. Comme je l'indiquais tout à l'heure, à chaque dossier d'échange, nous avons 2 locataires. Donc cette donnée d'échange interbailleur sera à diviser par 2 puisqu'il y aura un locataire pour le bailleur 1, un locataire pour le bailleur 2.
Passons maintenant aux locataires ayant échangé par typologie. Pour information, spécificité de cette page de statistiques, nous n'avons pas seulement les locataires ayant échangé. Nous pourrons filtrer par locataire en cours d'échange, locataire ayant échangé, locataire avec dossier d'échange clôturé, locataire en cours d'échange, locataire donc ayant échangé, locataire avec dossier d'échange clôturé ou locataire en cours d'échange ou ayant échangé. Ces données sont mises à jour en temps réel et compilées depuis le lancement. Là encore, nous avons une présentation sous forme de tableau croisé où les échanges intra-typologie, les échanges pour la même typologie seront sur un aplat vert, les échanges d'une typologie à l'autre seront sur un aplat blanc ou gris. Nous avons un second tableau qui présente donc les statistiques des locataires ayant échangé par ménage, départ-arrivée du lancement à la date du jour. Donc il faudra sélectionner un bailleur entrée et un bailleur de sortie pour avoir accès à ces statistiques. Comme toutes les statistiques, vous avez la possibilité de les exporter via Excel, de les copier ou de les imprimer. Ensuite, nous avons les statistiques des échanges par catégorie de réservataires. Là encore, nous sommes sur une donnée du lancement à la date du jour, mis à jour en temps réel. Donc vous pouvez filtrer par organisme et également par commune. Nous sommes encore sur une présentation sous forme de tableau croisé. Nous avons un premier tableau pour les échanges entre réservataires et un tableau par ménage départ-arrivée du lancement à la date du jour où là encore vous pourrez renseigner un bailleur d'entrée et un bailleur de sortie. Tout comme les autres statistiques, vous avez accès au bouton Excel, à la fonctionnalité copier et imprimer. Nous avons ensuite les statistiques par commune. La présentation est ici différente, nous sommes sous forme de moteur de recherche. Dans ce premier champ, vous devrez rentrer une commune, la saisir dans le menu déroulant, et vous aurez ici dans ce second champ toutes les communes ayant réalisé un échange avec la première sélection. Donc il est possible dans ce second champ de sélectionner plusieurs communes et vous aurez un récapitulatif des échanges donc entre le même arrondissement, le premier arrondissement de Paris, entre le deuxième arrondissement et le premier arrondissement et entre le sixième et le premier arrondissement. Vous aurez accès à un tableau récapitulatif avec le total intracommune et le total intercommune que vous pourrez également exporter via Excel, copier ou imprimer. L'export total vous permet d'exporter la totalité des échanges de toutes les communes et vous sera adressé de manière asynchrone, donc vous le réceptionnerez par mail avec l'export en pièce jointe. Pour les statistiques EPCI, EPT, nous sommes sur la même logique que les communes, donc avec une présentation sous format moteur de recherche. Donc même logique, vous sélectionnez le champ que vous souhaitez et seront ici proposés les EPCI et EPT ayant réalisé un échange avec votre premier choix. Vous avez la possibilité ici de filtrer également par organisme ou sur la totalité de la plateforme et comme pour les statistiques communes et les autres statistiques, un bouton Excel, un bouton copier, un bouton imprimer et l'export total de manière asynchrone. Nous avons également des statistiques des locataires ayant échangé par plafond de ressources. Donc là, il est possible de sélectionner un organisme et vous avez la présentation donc sous forme de tableau croisé que vous pouvez exporter, copier ou imprimer. Et ces données sont mises à jour en temps réel et compilées depuis le lancement.
Ensuite, nous avons la catégorie de financement qui fonctionne sur la même logique, une possibilité de filtrer par organisme, un tableau présenté sous format de tableau croisé, les boutons Excel copiés et imprimés et une compilation des données depuis le lancement à la date du jour. Enfin, nous avons des statistiques sur les locataires ayant échangé par catégorie géographique, mise à jour en temps réel, donc compilée depuis le lancement sous forme de tableau croisé. 3 tableaux sont présentés, 2 par quartier prioritaire, dont l'un avec une sélection possible de communes et l'autre par département. Je vous propose maintenant d'aborder la dernière partie de cette formation, les ressources utiles. Je suis revenue ici sur la plateforme de production, donc la plateforme Échanger Habiter que vous connaissez tous, puisque le module documentation en pré-prod n'est pas du tout le reflet de ce qui se fait en production, puisque nous avons mis à jour énormément de contenu côté Atico. Alors, pour accéder à ce module documentation directement accessible sur la plateforme, vous cliquez simplement sur l'onglet documentation dans votre menu à gauche. À la racine, vous retrouvez la liste des mails envoyés depuis la plateforme, la foire aux questions de la documentation, un lien vous renvoyant sur notre page ressources sur notre site à atico.fr, le webinaire que nous avons dispensé en juin 2019 et les fonctionnalités par agent, par administrateur et par super administrateur. En cliquant sur agent, vous accédez à toute la documentation utile des équipes opérationnelles. Donc vous avez la présentation du tableau de bord, des locataires et annonces, l'explication des fonctionnalités et activation des activations des annonces, activation des activations des comptes locataires, anonymisation des informations, tout ce qui concerne les dossiers d'échange et les statistiques. En allant sur l'administrateur bailleur, vous allez pouvoir réaliser donc toutes les fonctionnalités mentionnées dans la documentation agent, plus gérer le patrimoine, gérer les comptes agents et effectuer la modération à la marge. Enfin, vous aurez accès aussi à notre documentation super administrateur qui n'a pas été complétée par Actimage, si ce n'est sur la gestion des contenus et l'historique des actions. Pour revenir à la racine, donc vous avez accès à la foire aux questions de la documentation qui reprend quelques questions clés qui seraient possibles d'imaginer regroupées et compilées dans la documentation agent ou administrateur bailleur, la liste des mails automatiques envoyés depuis la plateforme, l'accès donc à notre webinaire réalisé en juin 2019. Intéressons-nous au kit adhérent et on va se rendre tout de suite donc sur la page donc le mot de passe est directement indiqué sur le bouton qui vous permet d'accéder à cette page et il suffit ensuite de cliquer sur kit adhérent.
Donc il s'agit vraiment d'un espace sécurisé, réservé aux adhérents de la bourse d'échange et qui compile tout un tas d'informations. Nous avons notamment la présentation générale d'échanger habité avec un accès au support de présentation, un accès à la vidéo de présentation du fonctionnement général de la plateforme que vous pouvez retrouver en page d'accueil, tout ce qui concerne le processus d'adhésion, le courrier d'appel à manifestation d'intérêt, le formulaire d'adhésion, mais aussi l'accès au formulaire sur VMonkey pour renseigner les coordonnées des nouveaux collaborateurs adhérents à la bourse échanger habité, toutes les informations relatives au fichier patrimoine avec un renvoi vers la documentation Actimage, qu'il s'agisse de la documentation textuelle ou des tutoriels vidéo, des informations sur le fonctionnement global du dispositif et les différents acteurs. On a tout le schéma de fonctionnement global du dispositif rédigé par la ORIF et le GIE, le logigramme synthétisant le fonctionnement de la solution et le support de formation basique d'AATICO sur l'organisation et la coordination entre les différents partenaires du dispositif. Ensuite, nous avons le fonctionnement pratique de la plateforme avec un accès à la charte de bonne pratique, un accès aux documents types, courrier, mail, fiche de synthèse du dossier d'échange mis à votre disposition pour solliciter une collectivité non positionnée. Pour rappel, vous pouvez appuyer votre sollicitation d'un export des annonces des locataires résidant sur cette collectivité, le logigramme des étapes d'un dossier d'échange, un renvoi vers la documentation agent administrateur et vers les mails automatiques et également vers le webinaire réalisé en juin 2019. Et enfin, vous retrouvez ici tous les éléments du kit communication. Donc pour communiquer auprès de vos locataires, vous avez donc des affiches, des cartes de communication, la plaquette de présentation, le logo, la charte graphique, le kakémono, l'infographie décrivant le parcours du locataire, les visuels annonces et des visuels spécifiques pour les réseaux sociaux. Sachez que la plupart des éléments de ce kit communication sont personnalisables pour votre organisme. Enfin, pour conclure cette formation, sachez que nous sommes aussi une ressource mobilisable et mobilisée. N'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Petit rappel, AATICO Conseil est en relation avec les bailleurs uniquement. Il ne faut pas communiquer nos coordonnées aux locataires.